fait une illustration, parce que sinon ça aurait fait l'objet d'un atelier, et là il aurait fallu... Si vous êtes d'accord, si ça vous va, je vous invite à tous mettre votre petite création. Comme ça, moi, je prends une photo de toutes les créations. Si ça te va, Émilie? Ah oui, oui, très bien. Je vais faire ça. Donc, je vous invite à toutes mettre sur la caméra ce que vous avez fait, ceux qui ont fait quelque chose. Merci. C'est parfait, merci beaucoup. Donc du coup, effectivement, c'était un exemple hein, de pourquoi je vous ai proposé de faire cet exercice. C'était pour, en introduction, vous partager ma conviction, pardon, c'est qu'on dispose tous en nous de ressources pour interpréter le monde, et ce, peu importe notre culture ou notre capital culturel, comme on pourrait dire. Car on a tous en nous ces ressources qui sont l'imagination, le ressenti, la pensée, et ce sont ces ressources-là qui nous permettent d'interpréter le monde. Et cette interprétation, elle est colorée de notre environnement culturel et social, de notre éducation, de nos croyances, de nos valeurs, etc. Et ce qu'il y a de magique quand on parle d'art, c'est que les œuvres permettent de faire rencontrer notre humanité à un autre niveau que simplement est-ce que ça va, il fait beau aujourd'hui, ou qu'est-ce que tu as mangé ce midi. Et c'est aussi l'importance de la visée philosophique pour pouvoir échanger justement sur le monde dans une dimension plus grande. Alors maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de définir ce qu'est la médiation culturelle et en quoi elle est, selon moi, une synthèse pertinente pour parler d'art et d'éducation. Et donc, je commencerai par faire une définition assez objective pour ensuite la colorer de mon expérience en vous disant ce qu'elle est, mais aussi ce qu'elle n'est pas, en tout cas de mon point de vue. Alors, la médiation culturelle, déjà, on peut dire qu'elle est apparue dans les années 90, ce terme-là, et il fait suite à une série d'actions de politique culturelle. Il y a eu la démocratisation culturelle, hein, c'est l'accès du plus grand nombre au patrimoine, à la création. Et puis ensuite, la démocratie culturelle, c'est l'appropriation symbolique, la valorisation des expressions culturelles des populations et de la culture des personnes. Et puis, depuis la création du ministère de la Culture, qui était au départ le ministère des Affaires culturelles par André Malraux en 1959, il y a toujours eu un clivage entre la culture, avec un grand C d'un côté, et puis la culture populaire de l'autre, entre ce qu'on peut appeler le culturel et le socio-culturel. Et aujourd'hui, il y a une notion importante dans les politiques culturelles, c'est la notion de droit culturel. On considère que chaque individu est porteur d'une culture qui lui est propre, qui lui appartient, pardon, et qu'il n'y a pas forcément, il ne va pas falloir aller convertir les autres d'une culture, chacun est porteur de sa culture. Et donc la médiation culturelle, elle est à la frontière de la culture artistique et puis de la culture populaire, car elle intègre cette notion des droits culturels. Et les finalités de la médiation culturelle sont multiples. Elles sont éducatives, sociales et citoyennes. Et en voulant œuvrer tant sur le registre du sens, de l'appropriation culturelle, que sur celui du vivre ensemble, elle est véritablement à la croisée de l'éducation populaire et de l'éducation artistique. Et moi, je me revendique à cette jonction car je pense que c'est une vraie richesse. Et avant tout, pour moi, la médiation, c'est faire lien, c'est-à-dire relier ce qui peut sembler éloigné. C'est offrir un espace de rencontre et de dialogue entre une œuvre et un individu, entre une œuvre et des personnes. C'est accompagner chaque ressenti, chaque réflexion, c'est valoriser les histoires culturelles et personnelles qui sont tout aussi différentes et riches à la fois. C'est permettre de faire dialoguer tous les points de vue autour d'une expérience artistique, culturelle, critique et sensible. Et donc la médiation, c'est vraiment l'idée d'accompagner les individus à prendre conscience et confiance. C'est vraiment les deux, en leurs ressources pour aller vers les œuvres, mais plus largement vers les expériences culturelles et artistiques. Et justement, ce que je vous disais en introduction, quand je vous ai proposé ce petit exercice, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ou de message à décrypter. On lit et on comprend les œuvres à la lumière de notre histoire et de notre culture. Et chacun y accède à son endroit au moment de sa vie où ça lui parle et où ça résonne pour lui.
On peut reprocher aux artistes parfois, notamment dans l'art contemporain, de faire des œuvres parfois trop conceptuelles. C'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait se priver de toutes les autres? On n'est pas obligé de tout aimer, on peut s'autoriser quand même à découvrir, à prendre plaisir et même à échanger sur ce que ça provoque. Et peut-être même, ce qui est le plus intéressant, c'est ce que ça vient de révéler de nous-mêmes comme un miroir de nos vies. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai appelé ma structure des regards en miroir. Et c'est un de mes formateurs en médiation culturelle qui, lui, est issu de l'éducation populaire, qui disait l'art vient révéler la vie qu'il y a en nous, il ne raconte rien d'autre. Et ma responsabilité en tant que médiatrice, c'est de permettre ça, car on ne nous l'apprend pas forcément, mais c'est d'accompagner chacun, et en particulier les enfants, pour leur dire que l'art, c'est une ressource, comme le sport, comme la nature, pour bien vivre et être pleinement humain. Et donc la médiation, ce n'est pas dire aux autres qu'il faut comprendre, ce n'est pas transmettre un contenu et des connaissances, il ne faut pas connaître toute l'histoire de l'art pour pouvoir rentrer dans un musée. Ça peut être le rôle d'un guide conférencier d'apporter du contenu. Et pour les personnes qui ont cette soif de connaissances, de contenu, c'est tout à fait louable. Mais c'est différent de la médiation. C'est vraiment autre chose, la médiation. Donc, voilà ce qu'est pour moi la médiation culturelle. Et là, ce que je vous propose dans un second temps, c'est de vous expliquer pourquoi je pense que c'est une synthèse pertinente à l'art, l'éducation et à la philosophie, et pourquoi ces trois grandes notions, elles sont toutes liées à un même enjeu de développement de l'individu. Alors, peut-être repartir de l'endroit où je parle, puisque je ne suis pas théoricienne, comme je vous le disais. Moi, je travaille depuis un peu plus de 10 ans en médiation, et j'ai toujours réalisé un aller-retour entre la théorie et la pratique. Et j'ai pu expérimenter des dispositifs de médiation culturelle et artistique à l'échelle de territoires, en collaborant avec des artistes, des structures culturelles et des structures éducatives. Et à chaque fois, c'est les allers-retours, ils m'ont permis de réajuster les dispositifs de médiation. Alors, souvent dans le spectacle vivant, les médiateurs, on peut être très facilement réduit à la coordination de projets. Et puis, quand je travaillais en théâtre, j'ai pu découvrir tout un pan de l'éducation artistique où on peut aussi se saisir d'autres endroits. Quand je travaillais en théâtre, j'accompagnais les artistes qui intervenaient avant ou après un spectacle. Alors, soit l'artiste, justement, présentait le spectacle, son parcours, soit on faisait souvent aussi des ateliers de pratique. Et c'était des moments intéressants pour les enfants. C'est vrai que rencontrer des artistes, être près d'eux, c'est des temps qui sont précieux. Et en même temps, comme j'étais aussi observatrice des différents temps, c'est-à-dire des temps d'atelier, quand je les accueillais ensuite au spectacle, quand je récoltais leur retour à l'issue de la représentation, je voyais qu'il n'y avait pas toujours de lien pour eux entre la rencontre et puis ce qui décryptait du spectacle. Comme si de faire un atelier jonglage et de voir un spectacle de cirque, ils ne voyaient pas forcément le sens, en tout cas l'enjeu derrière, ou d'écouter un comédien raconter son parcours et comprendre les enjeux d'une pièce. Pareil, le lien n'était pas si simple que ça pour eux. Et donc, suite à ce constat, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir élaborer des ateliers de médiation un peu plus, comment dire, qui travaillent vraiment cette question de comment on peut mettre l'expérience du spectateur au centre des enjeux de la rencontre. Et donc, je me suis formée, j'ai fait plusieurs formations professionnelles en médiation culturelle, et en amont du spectacle, j'avais pu créer des ateliers où l'idée c'était de susciter vraiment les conditions de réception de l'œuvre en partageant nos représentations, nos préjugés, avec des brainstorming, des mises en situation. Et puis, en retour spectacle, l'enjeu, c'était d'accompagner ce que le spectateur avait fait surgir comme émotion, questionnement, interprétation, etc. Et l'idée, c'était de pouvoir identifier, nommer et mettre en partage ces questionnements et ces réflexions. Et c'est dans cette démarche que la philosophie m'a vite apparu être un outil essentiel pour approfondir les questionnements et leur donner une portée plus universelle. Et c'est comme ça que j'ai enrichi ma pratique de médiation culturelle avec de la philosophie. Mais tout ceci était vraiment très expérimental, c'était basé sur des observations, des intuitions, des analyses, des formations, des temps d'échange aussi avec des intervenants, avec des pédagogues.
Et puis en m'intéressant plus en profondeur à la médiation culturelle et à l'éducation artistique, j'en suis arrivée à découvrir les nouvelles pratiques éducatives. Et tout ce travail de terrain commençait vraiment à trouver un écho dans des travaux de recherche qui étaient menés par des chercheurs en sciences de l'éducation, en sociologie, en sciences cognitives. Là, récemment, j'ai notamment assisté à un colloque qui, peut-être certains d'entre vous y ont assisté également, qui s'appelait Enfance plus culture égale socialisation. Et donc là, j'ai envie de m'appuyer sur différents travaux que je souhaite partager avec vous pour vous présenter justement les idées fortes sur la réflexion de art et éducation et comment ça participe à la construction de l'individu. Et pour ça, il y a 3 idées fortes que j'ai envie de mettre en avant. La première, c'est une vision globale de l'individu qu'on retrouve autant dans l'éducation nouvelle, dans l'éducation artistique ou en philosophie. Alors en éducation nouvelle, d'abord, dans notre société contemporaine, les nouvelles pratiques éducatives et l'intérêt qu'on porte au développement de l'enfance a une place importante. En témoignent les nombreuses recherches qu'il y a à ce sujet. Il y en a eu des très connus et très médiatisés, comme ceux de Céline Alvarez. Et puis on voit aussi l'engouement pour les pédagogies de type Montessori, Freinet, etc. Pour autant, les nouvelles pratiques éducatives, elles ne sont pas apparues dans les années 2000, elles remontent vraiment au XXe siècle, donc c'est il y a 120 ans. Et c'était des pédagogues Freinet, Montessori qui ont participé à tout ce mouvement de l'éducation nouvelle. Et le principe fondateur, c'était vraiment de permettre aux individus d'être acteurs de leur propre formation, et de considérer que la personne était un sujet dans sa globalité. Ce n'était pas juste un élève, un apprenant. C'était une personne on avait une vision globale de cette personne. Et il y a les travaux de Howard Gardner qui, pour moi, complètent cette vision-là. Howard Gardner, c'est un Américain, un psychologue du développement, et il a présenté dans les années 80 la théorie des intelligences multiples. Alors, c'est une théorie intéressante parce qu'elle permet d'avoir une représentation de l'intelligence plus riche que celle qu'on peut avoir dans l'imaginaire collectif où on va mesurer l'intelligence au QI ou alors dans un rapport binaire, il est bon à l'école, il est intelligent, il n'est pas bon à l'école, il n'est pas intelligent. Et c'est vrai que dans le système éducatif, on voit qu'il y a une survalorisation des mathématiques et du français et le reste, ça a moins de valeur. Et grâce à la connaissance des intelligences multiples, on peut voir que ça ouvre des champs de compétences parce qu'on a tous des compétences différentes et elles se complètent, elles s'enrichissent, d'autant plus dans un projet de coopération. Et là, je vous renvoie à une pédagogue qui s'appelle Isabelle Peloux, qui est enseignante et qui a fondé l'école des Amanins, en lien avec Pierre Rabhi, et qui développe justement la pédagogie de la coopération et l'éducation à la paix. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent bien les intelligences multiples. Si c'est le cas, je passerai un peu plus vite parce que je vous donnerai des exemples plus concrets quand je vous parlerai des explorations découvertes. Vous dire que dans les grandes lignes, il y a 8 types d'intelligence. Alors, attendez que je vois. Voilà. Il y a l'intelligence verbo-linguistique, qui est plutôt du domaine de la verbalisation des mots, l'intelligence logico-mathématique, donc c'est plutôt du domaine de la logique, l'intelligence visuelle spatiale, les images, intelligence corporelle kinesthésique, le corps, intelligence musico-rythmique, la musique, intelligence interpersonnelle, les autres, intelligence intrapersonnelle, soi, intelligence naturaliste, écologiste, la nature. Alors moi, je m'appuie beaucoup sur la théorie des intelligences multiples et sur la pédagogie de la coopération dans les dispositifs de médiation culturelle que je conçois. Ensuite, sur l'éducation artistique par rapport à cette vision globale de l'enfant, on retrouve ce dont je vous parlais tout à l'heure du lien entre éducation populaire et éducation artistique. En 2016, il y a le Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle qui a élaboré une charte qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui met en avant 3 piliers, qui est la rencontre avec les œuvres, la rencontre avec des artistes et l'acquisition des connaissances. Et cette charte, justement, elle participe à une grande politique d'éducation artistique et culturelle qui s'appelle à l'école des arts et de la culture, avec l'objectif 100% EAC.
éducation artistique et culturelle. Alors, on peut présenter des critiques sur ce plan, tant du point de vue des moyens que de la mise en œuvre, ça j'en parlerai après, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on voit qu'on n'est plus juste dans l'élève où on fait de l'histoire des arts, mais on peut être vraiment dans une vision beaucoup plus globale avec une notion d'émancipation de l'individu et de différentes compétences qu'on peut mettre en place. Dans le champ de la philosophie pour enfants, aujourd'hui, on fait une distinction entre la philosophie académique, donc celle qui est enseignée à l'université sur l'histoire des penseurs, et la philosophie pratique, ce qu'on appelle aussi les nouvelles pratiques philosophiques. C'est un courant qui est né en 1970 avec Matthew Lipman et sa collaboratrice Anne-Margaret Sharp. Ils ont conçu un programme pour accompagner les enfants à philosopher dès l'école élémentaire afin de travailler leur esprit critique. Et l'idée, c'était d'apprendre à penser en utilisant des habiletés de pensée. Et donc, pour vous en citer les trois principales, c'est conceptualiser, problématiser et argumenter. Et ce Matthew Lipman, il a une conception de la pensée selon trois approches: la pensée critique, la pensée créative et la pensée attentive. Car la personne, c'est un tout avec des émotions qui colorent sa manière du monde. C'est l'idée qu'on n'est pas uniquement, c'est pas uniquement la pensée du point de vue du raisonnement logique qui est pris en compte, mais c'est aussi une dimension affective et relationnelle qui rentre en jeu dans la pensée. Et donc la diffusion de la pratique pour enfants, elle est très récente, elle date des années 2000. Et en 2016, il y a une chaire UNESCO sur la pratique de la philosophie avec les enfants qui a été créée et elle est aujourd'hui portée par l'Université de Nantes. Et on arrive à distinguer aujourd'hui 4 grands courants qui ont émergé. Un courant philosophique, vraiment comme Lippmann, où on travaille les habiletés de pensée. Un courant d'éducation à la citoyenneté, où là on va travailler aussi toute l'éducation à la répartition de la parole, à d'autres enjeux que simplement l'argumentation et la philosophie. Il y a un courant psychanalytique et puis un courant holistique, c'est-à-dire philo-art, où on reconnaît le sujet dans sa globalité, corps et esprit. Et puis là, je vous parle d'éducation, que ce soit l'éducation globale, l'éducation artistique ou éducation à la philosophie. Mais je souhaite aussi parler d'éveil artistique parce que avant 3 ans, on parle davantage d'éveil que d'éducation artistique ou philosophique. Et là, j'aimerais citer des travaux de chercheurs du point de vue de la santé, du développement cognitif, parce qu'il y a des travaux passionnants. Et je citerai Sophie Marinopoulos, qui est psychologue et psychanalyste spécialisée dans les questions de l'enfance et de la famille. Elle a remis en 2019 un rapport édifiant qui s'appelle « Une stratégie nationale pour la santé culturelle ». Et Sophie Marinopoulos a une vision globale de la santé. Elle parle de santé culturelle, c'est-à-dire qu'elle prend conscience de la santé de manière globale et pas uniquement le corps. Et dans son rapport, elle conceptualise la notion de malnutrition culturelle. Selon elle, les soins aux enfants sont assurés, mais elle pointe un paradoxe. C'est la difficulté de mettre en place une relation, une difficulté de comprendre ce dont l'enfant aurait besoin au-delà de ses besoins primaires. Elle définit la santé culturelle comme la santé de nos liens. Et c'est la deuxième idée forte sur laquelle j'aimerais m'arrêter après cette idée d'avoir une vision globale de la personne, c'est la culture, c'est d'abord et en premier lieu être en lien. Et Sophie Marinopoulos, elle dit que pour être en bonne santé, il est essentiel de construire des liens à soi et des liens aux autres. Et pour elle, la nourriture culturelle, c'est-à-dire la nourriture de lien, ça permet de construire le lien et de soi et sa confiance en soi. Et pour ça, les enfants, ils ont besoin de temps et ils ont besoin d'être en relation avec des adultes disponibles, ainsi que de faire des expériences sensibles et esthétiques. Et dans notre société contemporaine, elle pointe que on rencontre beaucoup de freins qui coupent le dialogue. Ça peut être les écrans, l'ordinateur, le téléphone, la pression, courir tout le temps derrière son métro, son train, le stress, la course aux compétences.
Et pour cela, donc, Sophie Marinopoulos, elle prône une culture du ralentissement et un éveil à l'art et à la culture pour nourrir la relation parent-enfant. Et selon elle, si le jeune enfant est nourri dans ses relations, il pourra s'ouvrir au monde et aller chercher du sens et ainsi rentrer en dialogue. Et donc, quel lien on entretient avec le monde, hein, si cette culture, c'est justement cette notion de lien. Pour moi, ce qui est aussi intéressant, c'est de questionner que comment, si chacun est porteur d'une culture, comment on rentre en lien. Et du coup, est-ce que l'intersubjectivité, est-ce qu'elle est possible et comment? Donc, pour terminer ma grande partie là sur pourquoi art, éducation et philosophie sont liés à un même enjeu de développement de l'enfant, je voulais vous parler de cet enjeu d'intersubjectivité en m'appuyant sur des travaux de chercheurs en sciences de l'éducation et en sociologie qui font apparaître des idées importantes que je vais résumer dans les grandes lignes. Je vais vous citer les travaux de 4 chercheurs qui, ce qui est intéressant dans leur recherche, c'est qu'on voit qu'apparaît toujours ce clivage justement entre la culture légitime et la culture populaire et qu'il y a vraiment des enjeux à aller à la rencontre de l'autre. La première chercheuse, c'est Claire Desmith, qui, elle, travaille énormément sur les dispositifs d'éducation artistique et culturelle. Elle a beaucoup décortiqué justement les textes du PEAC, hein, du parcours d'éducation artistique et culturelle, avec les 3 piliers dont je vous parlais, l'enseignement artistique, ce qui est la construction des connaissances, la rencontre avec les artistes et les œuvres, et la pratique artistique. Et donc, elle a pu étudier toute la mise en œuvre de ce plan, qui est à l'origine, c'est un collectif qui a été composé de chercheurs, d'universitaires, qui a développé toute une rhétorique de l'éducation par l'art. Le chef de file, certains le connaissent certainement, c'est Alain Kerlan, qui est professeur émérite à l'université de Lyon 2, philosophe, où justement ces travaux interrogent les rencontres et les intersections de l'art, de l'éducation et de façon plus générale la dimension esthétique en éducation. Et donc tout ce collectif a vraiment œuvré pour faire entendre que l'art participe à l'émancipation de l'individu. Et dans les travaux de Claire Desmith, il apparaît qu'il y a un décalage avec la réalité du terrain, où le PEAC, qui peut être aussi une grosse machine où on rentre pour avoir le parcours de l'élève de la maternelle au lycée, ça devient un outil qui permet de rationaliser les projets, mais où on n'a pas toujours la possibilité de s'approprier les grands discours, les grandes inspirations du départ. Et donc, ce qu'elle pointe, c'est justement comment on peut relier ces grandes théories au départ de comment l'art participe au développement de l'enfant et puis la réalité du terrain où on souhaite que ça puisse toucher tout le monde dans une mesure qui a un sens, puisque souvent c'est des questions de temps, de budget qui empêchent de faire des projets aussi plus marquants dans le parcours de l'élève. Il y a un deuxième chercheur qui est dans la région lyonnaise aussi, qui est Rémi Deslipper. Lui, il pointe l'ambiguïté dans les discours des intervenants, où, alors lui, il a travaillé sur un dispositif théâtral d'éducation artistique et culturelle, et il a constaté que les enfants s'approprient les pièces de théâtre d'un point de vue pratique et non pas esthétique. Par exemple, ils vont poser des questions de comment sont construits les décors ou pourquoi ils ont tel costume, etc. Et puis, dans son analyse, Rémi Deslipper, il explique que il y a une ambiguïté dans le discours des intervenants parce que d'un côté, les intervenants, qu'ils soient médiateurs culturels ou artistes, parlent de libre interprétation des pièces. Et en même temps, il y a des formulations d'attente inconscientes où on souhaite que l'élève puisse aller chercher du côté du sens, de la profondeur des interprétations. Et donc, de parler des décors ou des performances, c'est pas très intéressant. Et donc, pour Rémi Deslipper, il y a vraiment un enjeu de visibiliser les attentes. Qu'est-ce qu'on attend des élèves si là, on n'est pas dans le cadre scolaire, mais qu'on souhaite quand même rentrer en lien avec eux, et comment on peut vraiment valoriser leurs paroles. Peut-être que s'intéresser au décor, ça pourra vraiment, c'est là où ils en sont eux, c'est ça leur centre d'intérêt, ça pourra vraiment permettre d'aller ensuite vers une réflexion plus sur l'esthétique ou sur le sens.
Une troisième chercheuse qui s'appelle Marie-Pierre Chopin, qui, elle, est en train de réaliser un gros travail d'étude avec une corrélation entre le style éducatif des enfants et la socialisation culturelle. Elle a mené un projet dense auprès de 4 classes sur 3 ans. Et les classes avaient des typologies assez marquées. Il y avait une classe avec une prédominance d'enfants qui ne fréquentaient pas de lieux culturels et qui avaient une éducation rigide. D'autres classes qui pouvaient fréquenter les lieux culturels et qui avaient une éducation souple. Il y avait comme ça plusieurs typologies. Et ce qu'elle fait ressortir en conclusion d'une étude qu'elle souhaite poursuivre, c'est que le modèle éducatif est plus déterminant que la socialisation culturelle. Autrement dit, si des enfants ne fréquentent pas les structures culturelles et qui reçoivent une éducation souple, ils sont finalement plus armés pour s'ouvrir au monde et pour aller vers des expériences artistiques que des enfants qui ont une éducation rigide et qui ont soit l'habitude de fréquenter des œuvres, soit qui n'ont pas des habitudes d'aller dans des structures culturelles. Et là, l'enjeu qui est pointé, c'est vraiment comment les expérimentations culturelles elles peuvent être partagées avec les familles pour participer aussi à une circulation des idées. Et enfin, je voulais citer en dernier Mathias Blanc, qui, lui, pointe l'idée, et ça va être la transition pour la troisième partie, d'exploration, de l'importance de réaliser des explorations avant d'apporter des connaissances. Lui, il a suivi une expérience où des groupes classes réalisaient des visites dans un musée, et le groupe était divisé en deux. Il y avait une partie du groupe qui faisait une visite sans guide, et une deuxième avec guide. Les élèves qui faisaient la visite sans guide, on leur avait remis une tablette et on leur demandait de noter qu'est-ce qu'ils regardent dans l'œuvre, pour avoir une trace quand même de qu'est-ce qui se joue dans la relation à l'œuvre. Et donc, il apparaît dans ces travaux que les enfants qui ont commencé la visite, parce qu'après ils interchangeaient, les enfants qui avaient vu le guide au début avaient la tablette, et les enfants qui avaient commencé juste avec la tablette en observant les œuvres avaient ensuite un discours de la guide conférencière. Et donc, il apparaît que les enfants qui ont commencé la visite du musée sans guide recherchent et explorent davantage les œuvres. Et là, l'enjeu qui est pointé dans son travail, c'est vraiment comment on peut proposer des explorations avant d'apporter tout de suite du contenu. Et donc moi, j'ai trouvé que ces 4 travaux de recherche étaient intéressants parce qu'ils mettent vraiment en lumière l'enjeu de relier les cultures, de valoriser l'intersubjectivité, de se saisir en premier lieu de l'interprétation des élèves, qui sont aussi des enfants, et de s'appuyer dessus pour aller vers les œuvres et pour ensuite apprendre à se relier les uns aux autres. Et donc, la médiation culturelle, pour moi, c'est une synthèse pertinente pour travailler l'intersubjectivité, parce que ça permet de proposer des expérimentations qui valorisent l'expérience sensible de l'individu et qui favorisent ensuite l'intersubjectivité à condition d'être dans une humilité et dans une ouverture sur toutes les idées des enfants. Et l'intérêt d'ajouter une dimension philosophique dans la médiation culturelle, c'est d'être dans une pédagogie de la question, pour contrer le problème justement que pointait Rémi Deslippers sur le dispositif théâtral, où finalement tous les sujets, toutes les questions sont intéressantes à partir du moment où on va questionner qu'est-ce que ça raconte et pourquoi l'élève s'intéresse à ça, l'élève ou l'enfant. Et la dimension justement philosophique, c'est de faire un lien et un basculement entre l'expérience de l'individu, qui est quelque chose de sensible, de personnel, et puis un concept philosophique qui va mettre en partage et du coup créer un échange collectif. Alors maintenant, concrètement, comment on fait pour accompagner les enfants à se relier à soi et au monde grâce à l'art? La médiation culturelle, c'est un métier. Moi, c'est mon métier en tant que médiatrice, parce qu'elle requiert des compétences, une écoute active, de l'empathie, un sens du relationnel, un sens de l'adaptation, des connaissances aussi en histoire de l'art, que ce soit beaux-arts, spectacle vivant, littérature jeunesse, musique, cinéma, et aussi une connaissance des publics. Donc, c'est des compétences, mais c'est aussi et peut-être avant tout une démarche, et c'est ça que je souhaite partager avec vous. C'est une démarche qui est applicable en famille, de manière plus ou moins élaborée selon le cadre. Alors, je vais rentrer dans la troisième partie de qu'est-ce que les explorations découvertes.
Alors cette partie, ça concerne peut-être davantage les groupes, parce qu'elle propose un protocole, mais encore une fois, c'est aussi se saisir de la démarche pour le partager aussi en famille ou avec un groupe d'amis, avec des enfants avec qui on fait une visite au musée, ou même juste aller se balader en forêt. C'est Sophie Marinopoulos qui dit que d'observer les feuilles des arbres, ça peut déjà être une expérience culturelle. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Alors, les explorations découvertes. L'enjeu des explorations découvertes, c'est de mettre l'enfant en posture d'explorateur, c'est-à-dire de lui permettre de chercher, de découvrir, de comprendre, sans obligation de résultat, de bonnes ou de mauvaises réponses. Ce qui compte, c'est l'étonnement, la curiosité et le plaisir de créer, et c'est de se rendre compte qu'on peut agir sur le monde, et c'est tout ça qui sont les moteurs de ces temps d'exploration. Ce sont des ateliers guidés qui mêlent l'art et la philosophie en lien avec un thème. Et ce sont des ateliers collectifs avec justement l'intérêt de susciter de l'intelligence collective et de la coopération. Les explorations, elles sont articulées autour de 4 enjeux. Le premier, c'est des jeux sensoriels pour stimuler les sens et les émotions. Donc ça peut être par exemple simplement avec un tableau, une musique, un film, juste déjà de nommer quelle est l'émotion qui apparaît, qu'est-ce que ça vient travailler, ou être dans du ressenti avec des jeux de qui me toucher ou des choses qui viennent mettre en lien l'émotion le ressenti avec une idée qu'on veut travailler avec les enfants. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est la création pour justement stimuler l'imagination et la créativité. Donc, c'est des moments de peinture, de dessin, d'expression corporelle, tout ce qui est de l'ordre de ce que je vous ai fait expérimenter aussi tout à l'heure, avec du journal, comment on peut créer quelque chose. Le troisième enjeu, c'est des temps aussi de topo un peu culturel pour nommer ces réflexions et les connecter à une démarche artistique, à un courant culturel. Et puis enfin, le quatrième enjeu, c'est des enjeux à viser, c'est des échanges, pardon, à visée philosophique pour approfondir les thématiques abordées. Alors, je vous ai mis en exemple des photos de type d'exploration que j'ai pu mener dans le cadre de structures éducatives où j'interviens avec des 3-6 ans. Du coup, Martin, si tu as les slides... Alors, pour vous donner des exemples, donc à gauche, là sur la première slide, c'était une exploration autour de la sculpture et du mouvement, où on avait réalisé des ateliers justement en duo, de reproduction de mouvement. On avait vu des extraits de danse, là c'était Pina Bausch. On avait travaillé autour des sculptures de Niki de Saint-Phal, et puis on avait modelé. Donc c'était l'idée vraiment de comment on peut faire dialoguer les pratiques artistiques pour travailler à différents endroits. Et là, c'est justement, comme je vous parlais des intelligences multiples tout à l'heure, vous donner là très concrètement comment l'art et les explorations découvertes permettent de travailler ces intelligences multiples. C'est vraiment, comme ces explorations, elles sont pensées comme des processus et des cheminements, comme je vous disais, où c'est un dialogue aussi de pratique, toutes les intelligences peuvent être mobilisées. On regarde un tableau, on fait appel à son intelligence visuelle, à sa capacité d'observation. On va ensuite nommer ce qu'on voit, ce qui nous touche. Là, on va faire appel à notre intelligence verbo-linguistique. On va écouter une musique. Ensuite, donc, on fait appel à notre intelligence musico-rythmique avec une certaine appétence en fonction justement de si cette intelligence-là a une place importante pour nous. On va ensuite, moi je vais par exemple proposer de faire un lien entre un tableau et une musique. Et donc là, l'enfant va faire appel à son intelligence logico-mathématique pour pouvoir trouver quel serait le lien entre un tableau et une musique et expliquer pourquoi. Et puis, dans une autre dimension, on peut également leur demander qu'est-ce qui les touche entre les deux. Et donc là, on va développer l'intelligence intrapersonnelle pour être justement à l'écoute de soi, nommer ses émotions. Et puis, quand on va mettre en commun nos points de vue, là, on est dans une intelligence interpersonnelle.
Et puis, on peut aussi passer par le mouvement pour retraverser un spectacle, une œuvre. Là, on va travailler plutôt notre intelligence corporelle, kinesthésique. Et puis, il y a l'intelligence naturaliste, écologique, hein, qui est plus globale, plus subtile, parce que c'est aussi une manière de percevoir, de regarder, de contempler le monde. C'est observer le moment présent, accéder à l'essence des choses. Les artistes, justement, ils nous aident à le faire en nous proposant leur vision du monde. Par exemple, les impressionnistes et leur manière de saisir l'instant, de capter la lumière, de donner à voir le monde différemment. Donc, toutes ces explorations découvertes, c'est vraiment l'idée de pouvoir amener l'enfant à faire des expériences à différents endroits pour justement travailler ses intelligences, qu'elles soient, comme je vous disais, d'un point de vue musique, de la musique, de la mise en mots, kinesthésique. L'enfant peut se relier et les pratiques artistiques peuvent avoir du sens à différents endroits aussi. Si Martin, tu peux passer à la slide d'après, parce qu'il y avait une citation justement que je voulais partager avec vous, que j'aime beaucoup, parce que justement, donc l'expérience, c'est le nom que chacun donne à ses erreurs. J'aime cette citation parce que les explorations, c'est justement cette idée qu'il n'y a pas de notion d'échec ou d'erreur. On explore pour apprendre, pour comprendre. C'est le cheminement qui compte et le sens qu'on lui donne. Et c'est en cela que les explorations libres permettent d'aller plus loin. Et donc, pour terminer, je vous expliquerai ce que sont, je vais vous expliquer ce que sont les explorations libres. Donc, c'est à la différence des explorations découvertes qui sont collectives et qui travaillent la coopération et l'intelligence collective, les explorations libres sont individuelles. Alors moi, j'ai la chance d'intervenir tous les mercredis dans une structure éducative et j'articule justement les journées avec le matin, je propose des explorations découvertes et l'après-midi des explorations libres. Et donc, lors des explorations libres, les enfants sont invités à explorer ce qui les intéresse en prenant appui sur un environnement enrichi qu'on a travaillé dans ce sens-là. Donc, de nouveau, il n'y a aucun résultat attendu, il y a simplement le plaisir de faire, de partager, de jouer, d'explorer pour soi, et non pour faire plaisir à l'autre. On ne fait pas un dessin pour dire qu'il est beau ou pour, avec une finalité attendue. L'idée, c'est aussi de pouvoir retraverser à leur rythme ce qu'ils ont pu découvrir en exploration découverte, justement, ou c'est inventer d'autres choses. C'est souvent aussi des moments de complicité pour renforcer l'estime de soi, l'empathie. Là, l'adulte, il n'est plus force de proposition, ce n'est pas un atelier guidé, il est facilitateur, il se met au service des explorations de l'enfant et du coup, on peut être aussi dans une relation plus interpersonnelle qui soit plus riche. Alors, ces temps d'exploration, ils sont inspirés de Maria Montessori, avec l'idée justement d'accompagner l'enfant à faire par lui-même et à développer sa confiance en lui. L'autonomie, elle est davantage travaillée puisque l'enfant choisit tout seul son activité, il s'y consacre le temps qu'il souhaite, donc il prend son plateau ou un espace d'activité et puis il range, il remet en place. L'idée, c'est que le travail manuel et sensoriel est valorisé puisque justement en citant Maria Montessori, la main, c'est le premier outil de l'homme. Et donc, pour ces temps d'exploration libre, ce qui est important, c'est vraiment le dispositif qui permet de cohabiter les expérimentations. Il y a de la construction, de la manipulation des matières, tissu, carton, argile, de la peinture, du modelage, de l'écoute de musique. Et d'avoir un espace aussi dédié pour des plateaux art, pour permettre à l'enfant de découvrir le monde à travers des expériences artistiques. Et donc, ces plateaux, ils sont, comme je vous disais, vraiment inspirés de la pédagogie Montessori parce qu'ils sont réfléchis de manière à ce que ça soit adapté à la taille de l'enfant, que ça soit du vrai matériel délicat, cassable, esthétique, hein, qui donne envie à l'enfant de se servir, avec des codes couleurs pour l'orienter. Souvent, c'est décontextualisé, c'est-à-dire qu'on va travailler un geste, on travaille une technique, mais on est plutôt dans une expérimentation pure. C'est en un seul exemplaire pour que l'enfant choisisse et puis aussi accepte qu'il doit attendre son tour et que c'est une vraie volonté d'aller faire cette expérience artistique.
Et dans ces activités-là, il y a un but direct qui est l'action, le geste, et puis un but indirect où justement, quand l'enfant choisit de travailler sur un plateau ou sur un espace d'expérimentation artistique, il va développer sa concentration, sa volonté, sa confiance en soi et la capacité d'adaptation à son environnement. Et puis, vraiment là, plus spécifiquement, sur ces plateaux art, l'idée, c'est justement de pouvoir faire des liens entre ce qu'on expérimente. Par exemple, je vais vous donner, il y a sur les slides, Martin, je sais pas. Oui, voilà, super. Il y a le plateau Fusain. Sur ce que ça permet dans la construction du geste et de l'enfant, il y a le développement de la main, de la pince des doigts. On travaille aussi sur les contrastes et les dégradés avec le fusain, puisque c'est une matière, une texture particulière. Et puis, en parallèle, on peut mettre en place des boîtes à images avec justement des gravures en fusain, avec des livres qui sont réalisés en illustration en fusain. Et donc, ça permet vraiment de faire des liens avec justement du matériel où l'enfant a fait son expérience, découvre une technique, découvre une manière de s'exprimer, et il se rend compte que ça existe dans le monde, que des artistes avant lui, des hommes avant lui ont fait ça. Et donc, c'est ce lien-là, mais que lui exprime d'un point de vue très personnel. La peinture au rouleau, alors oui, par exemple, là, c'est effectivement du fusain. Et puis, à la fin des explorations, les enfants mettent en partage chacune de leurs réalisations. Et puis, ils peuvent aussi aller chercher dans ce stock d'images dont je vous parlais, ce qui fait sens pour eux, que ce soit au niveau de la technique, des couleurs. Donc là, c'est plutôt au niveau des arts plastiques, les exemples que je vous ai donnés, mais ça peut être aussi tout à fait autour de films d'animation ou de spectacles, mais sur des temps en structure éducative, on est plus contraint puisqu'on n'a pas des spectacles à la clé. Un artiste ne déboule pas comme ça dans la classe sur commande, quoi. Voilà sur les explorations libres. Je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, donc je vais conclure. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était l'idée que voilà, on a tous en nous des ressources pour interpréter le monde, puisque l'homme est un être de langage et de sens. Pour son développement, l'art et la philosophie sont de précieuses ressources car elles permettent de se connecter aux autres dans cette intersubjectivité, afin de se connecter à quelque chose de plus grand que soi et de pouvoir favoriser des explorations découvertes, donc comme je disais, qui sont des ateliers qui sont construits où il y a un cheminement avec ces enjeux de travailler les intelligences multiples et de créer de la coopération entre les enfants pour en arriver à être dans des échanges à visée philosophique. Et puis les explorations libres qui permettent là à l'enfant de faire des expériences pour lui-même. Toutes ces explorations-là, c'est vraiment de vivre cette idée que l'art et la philosophie participent au développement de l'enfant pour justement être des citoyens plus libres et plus éclairés pour demain. Voilà, écoutez, j'ai terminé ma présentation. Je suis désolée, j'étais un petit peu plus vite à la fin. Si vous avez des questions, on peut prendre 5 minutes pour des questions. En tout cas, merci de votre présence sur ce temps de conférence. Alors, je prends connaissance du chat parce que je ne l'avais pas. Quelles sont les formations de médiation artistique? Alors, Christina, est-ce que tu peux expliciter ta question, s'il te plaît? S'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, vous avez dit que vous aviez reçu des formations en médiation artistique et je crois avoir compris aussi en éducation artistique. Peut-être je n'ai pas compris vraiment si vous aviez reçu dans le cadre d'un organisme particulier ou est-ce que vous vous êtes auto-formé? Enfin, je ne sais pas comment. Si, j'ai fait beaucoup de formations en médiation. Donc, j'ai pas fait des études à l'université. C'était à chaque fois des formations professionnelles. Il y a l'AFDAS qui propose des formations sur de la médiation artistique. Et il existe aussi des formations courtes. Souvent, c'est de la pratique, c'est aussi de l'analyse de pratique entre pairs. Les théâtres, parfois, organisent aussi pour les professionnels
les théâtres, ou alors dans le monde du musée, je connais un petit peu moins, mais il y a des temps de rencontres entre professionnels où justement il y a des intervenants qui travaillent sur des questions, comment on décrypte les œuvres, comment on va justement aller chercher l'essence d'une problématique d'une œuvre et la mettre en partage. Il existe des formations. Regardez au niveau de l'AFDAS, moi j'avais fait une formation qui était construire une médiation à l'échelle d'un territoire, un projet de médiation à l'échelle d'un territoire, où là on avait vraiment travaillé sur 3 niveaux, sur comment on décrypte une œuvre